Bien, bonjour. Dans cet exercice, on s'intéresse au séchage d'une éponge et combien une éponge mouillée va mettre de temps à sécher. Donc on représentera, je prends un peu l'idée, l'éponge par donc une éponge sphérique de rayon R0. Il y a une zone de l'éponge, la zone centrale de l'éponge qui est encore gorgée d'eau liquide. Et donc il y a de l'eau liquide dans les pores de l'éponge. Et cette zone que j'ai identifiée en bleu hachuré foncé. Il y a une certaine densité de liquide dans ces pores et le rayon de cette zone vaut grand R de T. Et toute la question, c'est justement de savoir en fait comment cette zone va se réduire au cours du temps jusqu'à ce que l'éponge soit parfaitement sèche. Ensuite, en bleu ciel, vous avez la zone sèche de l'éponge dans laquelle il n'y a plus d'eau liquide, mais vous avez de la vapeur d'eau parce que l'eau liquide s'évapore. Et l'eau liquide s'évaporant, elle s'évacue vers l'extérieur en traversant la zone sèche. Donc vous avez de la vapeur d'eau dans les pores de l'éponge, dans cette zone intermédiaire entre R de T et R0, le rayon de l'éponge qu'on supposera fixé. À l'extérieur, vous avez une certaine pression de vapeur d'eau dans l'air environnant qui est fixée. Et enfin, on vous indique qu'à la surface de l'éponge, il y a un flux convectif particulier, surfacique, qui dépend bien sûr de l'écart entre la densité particulière de vapeur d'eau à la surface de l'éponge, c'est-à-dire N0, ce N0 de T, il vaut la densité particulière dans cette zone-là, mais appliquée en R égale grand R0, à comparer à N extérieur. Bien évidemment, il faudra que N0 sera plus grand que N extérieur, et donc le flux particulier se fera de l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, on appelle D le coefficient de diffusion de la vapeur d'eau au sein des pores de l'éponge. Alors dans un premier temps, on vous demande une condition sur Psat, la pression de vapeur saturante, et P extérieur pour que l'éponge puisse sécher. Il est bien évident que pour que l'éponge puisse sécher, il faut que la pression de vapeur à l'extérieur dans la pièce soit inférieure à P, la pression de vapeur saturante. Car sinon, eh bien, si la pression de vapeur d'eau atteint Psat, eh bien, l'air de la pièce est chargé en eau et vous ne pouvez plus mettre de l'eau vapeur dans la pièce, toute l'eau sera de l'eau liquide. Donc c'est le même principe que si vous essayez de sécher un linge par temps très humide, il ne va pas sécher. D'accord. Donc ça c'est cette condition, mais on la verra réapparaître dans la suite de l'exercice dans les formules suivantes. Ensuite, on va dans un premier temps essayer de trouver une relation pour la densité particulière de la vapeur d'eau au sein de la zone sèche. Alors pour ceci, on va se mettre en hypothèse de régime quasi permanent. J'en reviendrai à la dernière question, j'essaierai de revenir sur ce résultat-là et ce qui permet de l'écrire. Alors, bien évidemment, on a la loi de Fick, donc on sait que la loi de Fick, elle nous dit que le coefficient phi0, il va en fait s'écrire comme en géométrie sphérique, donc le vecteur, enfin, la composante radiale du vecteur courant de diffusion fois la surface pour une sphère de rayon petit r quelconque, d'accord, comme ceci, et JD, bon, en projection sur la direction radiale, c'est bien sûr D, le coefficient de diffusion, D rond petit n sur D rond R, fois 4 pi r carré. Alors, il y a un point important, donc en fait, simplement, j'ai dit que le flux, hein, à travers une sphère, donc ça c'est phi0, à travers, donc flux, le flux particulier, à travers une sphère de rayon petit r appartenant à, disons, R de t, R0. Voilà. Mais alors, il y a une subtilité, il faut bien expliquer pourquoi ce flux phi0 particulier, ne dépend pas de petit r. Ça, c'est un point important, je vais y revenir maintenant. Je vais considérer une coquille sphérique, celle qui est faite en gris ici, pointillée, entre deux sphères de rayon petit r et R plus dr. Donc, sphère intérieure de rayon r et épaisseur dr. Le point important, c'est qu'on suppose un régime quasi permanent. Donc, régime quasi permanent plus absence d'apport en volume. Alors pourquoi pas d'apport en volume? Parce que je suis dans la zone sèche. Et donc dans la zone sèche, vous n'avez pas d'eau liquide qui pourrait devenir de l'eau vapeur. Donc si je considère cette coquille sphérique,
le régime permanent m'assure que les apports compensent les pertes. Et l'absence d'apport en volume me dit que les seuls apports sont le flux entrant et les seules pertes sont les flux sortants. Donc nécessairement, ceci m'indique que phi0 en R à l'instant t doit être égal à phi0 en R plus dr à l'instant t. Et je peux donc l'appeler phi0 de t. Le point important, c'est qu'il est indépendant de R. Voilà. Encore une fois, d'accord. Si le flux qui rentre en R ne sort pas en R plus dr, eh bien, vous aurez une accumulation de vapeur d'eau dans la zone coquille sphérique et donc vous ne serez pas en régime quasi permanent. Voilà, donc ça c'est vraiment un point important sur lequel il faut insister parce que donc ici je peux juste mettre, vous voyez, phi0 de t et pas de R. C'est un point important car souvent il est un peu passé sous silence dans les démonstrations. Il y a une étape qui manque, comme on va le voir dans un instant. C'est juste pour la suite qu'on va le faire. Ceci était valable même si vous aviez phi0 de R et de t, mais c'est la suite qui aurait posé problème, comme je vais l'expliquer maintenant. Alors, simplement, l'idée c'est que je vais maintenant intégrer cette relation. Donc je prends cette relation valable entre R de t et R0, et puis j'ai commencé à l'intégrer juste en dessous, donc je reprends. Quel que soit R dans cette zone, eh bien par primitive, donc vous avez moins 1 sur R carré qui est primitive en 1 sur R, et c'est là que c'est important. Vous voyez, si vous aviez le phi0 qui dépendait de R, vous ne pourriez pas intégrer comme ça. Là, j'ai fait comme si phi0 était indépendant de R, mais si vous ne le justifiez pas, il manque une étape dans votre raisonnement. Donc je fais une primitive, moins 1 sur R carré en 1 sur R, plus une constante, et maintenant je vais essayer de préciser un petit peu ces valeurs-là grâce aux conditions limites. J'ai d'abord une condition limite à la surface de l'éponge en R0, en petit r égale R, grand R0 moins, et je dis que pour l'instant cette valeur inconnue elle vaut N0 de t, et donc je peux spécifier à ce stade que j'appelle N0, donc je dis que en petit r égale N0, R0, pardon, j'ai N de R0 et de t qui vaut N0 et donc qui vaut phi0 t sur 4pi d R0 plus constante. J'en déduis donc la valeur de la constante et si je reporte, ceci va entraîner que N de R et de t, c'est donc N0 plus phi0 sur 4pi d, facteur de donc 1 sur R moins 1 sur R0. Et R0 étant toujours plus grand que petit r, eh bien vous avez bien N de R et de t qui est positif. Maintenant, on peut appliquer une deuxième condition limite. Donc ça, c'est la condition du côté droit, disons ici. Mais on peut aussi appliquer une condition limite à la limite de la partie liquide, enfin la partie où il y a l'eau liquide. Et donc l'autre condition, j'applique le résultat en petit r égale grand R de t plus. Et là, on est au contact, eh bien, au contact de l'eau liquide. On doit trouver la pression de vapeur saturante, donc on doit avoir que N en R égale R de T et de T, c'est en fait Nsat. D'accord? Parce que en petit r égale R de T, d'accord, la vapeur d'eau est au contact de l'eau liquide, et il semble naturel de dire que la densité particulière de vapeur d'eau est celle de la quantité de saturante. Et donc ça fait N0 plus phi0 4pi d 1 sur R de t, ici vous avez 0, moins 1 sur R0. Donc voilà, et on trouve le résultat souhaité, d'accord, on trouve une relation, on trouve finalement que donc, la densité particulière et la N0 sont reliées par cette relation-là. En fait, c'est ce qui vous donne N0 parce que Nsat est connu à une température donnée. Et cette relation, finalement, c'est une équation qui permet de trouver finalement le N0. Voilà. Donc on continue. Et maintenant, on a utilisé les conditions limites sur les densités particulières. Maintenant, on va réutiliser les conditions limites, mais en termes de flux, ce qui est souvent oublié par les étudiants. Donc maintenant, j'utilise la condition limite en termes de flux. Donc, en petit r égale R0, eh bien, le flux diffusif doit être, ça c'est finalement ça c'est phi en petit r égale R0 moins, c'est-à-dire dans l'éponge,
doit égaler le flux convectif, qui est le phi en R égale R0 plus. Donc, le phi en R égale R0 moins, il est simplement donné phi en R égale R0 moins, c'est ce qu'on a appelé phi 0 de t. Là, on est dans l'éponge sèche, d'accord. En gros, l'idée, c'est que, si je redessine un petit peu, vous avez un certain flux ici, eh bien, il doit égaler celui de l'autre côté. Il n'y a rien qui se passe à la surface, il n'y a pas des particules qui sont absorbées à la surface. Donc, le flux en R0- doit être égal au flux en R0+, mais ils ont deux expressions différentes. Dans l'éponge sèche, c'est du diffusif, et dans l'air, c'est plutôt convectif. Donc, on a phi 0 de t, et qui va être donc égal au phi en petit r égale R0+, et là je prends la formule qu'on a donnée en phi de s fois, ça c'était le surfacique, donc il faut que je multiplie par l'air de la surface de la sphère extérieure, phi de s. Et donc ce phi de s, je vous rappelle qu'il vaut h, donc n0 moins n extérieur, fois 4pi r0 carré. Et donc si vous comparez le résultat qui est là, donc je peux mettre ce résultat qui est là, eh bien vous voyez qu'il va fournir, je vois que n0, si je divise par h 4pi r0 carré, je vois le résultat qui apparaît ici. n0 c'est n extérieur, phi 0 sur h 4pi r0 carré. Donc vous voyez toujours l'idée, utiliser, donc ça permettra d'éliminer le n0, parce qu'en fait vous voyez le n0 était une inconnue, on n'avait pas la valeur de n0, qui dépendait d'ailleurs du temps, et en faisant ceci, j'ai réussi à me débarrasser de n0, et de l'exprimer en fonction de grandeurs comme n extérieures qui, elles, sont connues. C'est lié à la pression de vapeur d'eau dans l'air. Voilà, mais toujours cette idée-là d'appliquer, donc vous faites une primitive, et ensuite vous appliquez des conditions limites sur les densités particulières et des conditions limites sur les flux. Voilà. Donc ici, on obtient le résultat, et simplement, si on reporte, je ne vais peut-être pas le faire, mais vous voyez, si maintenant je reporte le n0, il suffit après... Encore une fois, il suffit de combiner ce résultat qui est là et le résultat qui est là. Vous voyez que nsat, vous remplacez n0 par sa formule, il y a n extérieur, phi 0, 4pi, et vous aurez en fait du dr de t moins dr0, et vous avez le h r0 carré qui est là. Donc en prenant ce résultat qui est là, je peux dire que je peux appliquer cette forme. Je peux l'appeler 1, cette relation-là, 2, cette relation-là, et si je combine en combinant, on combine 1 et 2. Voilà, pour le résultat. Ensuite, alors, il reste maintenant, là on a fait un bilan de flux à la surface, mais il reste à faire un bilan de flux à l'interface entre l'eau liquide et l'eau vapeur. C'est ce qu'on va faire maintenant, dans la question suivante. Alors, l'idée c'est qu'on va considérer une coquille sphérique juste à la surface, on va se passer juste à la surface, et si vous voulez, on va considérer une zone, c'est juste la zone qui est là, d'accord, on va s'intéresser à la zone là, qui va s'évaporer. Donc si on considère cette zone-là, eh bien vous avez cette zone d'eau liquide qui va s'évaporer pendant l'été, ce qui explique justement que là, progressivement, la partie liquide disparaît. Donc on va dire que pendant d'été, le rayon R de T, il varie de dr. Attention, dr sera négatif parce que vous passez de R de T à R de T plus dt, et vu que l'eau liquide s'évapore, vous avez de moins en moins d'eau. Donc, la première chose qu'on peut déterminer, c'est delta n. Delta n, c'est ce qui est indiqué au-dessus. C'est le nombre de particules d'eau liquide qui sont situées dans la coquille sphérique d'épaisseur moins dr et qui vont s'évaporer pendant cette durée-là. Eh bien, simplement, vous prenez la densité particulière d'eau liquide dans les pores de l'éponge et vous multipliez par le volume de la coquille sphérique qui correspond à l'eau qui va s'évaporer. Donc le volume là, ça sera 4pi r carré de t. Et attention, vu que le dr est négatif, c'est bien sûr moins dr. D'accord ? Parce que le dr est négatif, d'où le signe ici en moins dr. Donc vous prenez le volume de la coquille sphérique fois l'eau liquide qui était contenue dans cette coquille sphérique, et cette eau-là s'évapore. Et donc le nombre delta n d'eau liquide située dans cette coquille, c'est cette valeur-là, et ces particules s'évaporent pendant cette durée d'été, et donc je peux dire que delta n d'autre part, c'est forcément égal à phi 0 dt, parce que phi 0 c'est bien le flux
qui s'applique quel que soit R appartenant à R de t, R0. Donc en fait, je peux bien dire que vous avez un flux qui représente le nombre de particules par unité de temps, et en multipliant par la durée, vous avez bien le nombre de particules vapeur qui sont formées ici, et donc ça correspond bien aux particules liquides qui se sont évaporées. Donc je peux donc égaliser les deux résultats. Les particules situées dans la coquille d'épaisseur dr s'évaporent, et si j'égalise les deux, j'aurai donc n liquide fois 4pi r carré de t fois moins dr, qui vaudra phi 0 dt. Phi 0, attention, qui en toute rigueur est une fonction du temps. D'accord? Et maintenant, ce qui reste à faire, eh bien, en fait, c'est de remplacer phi 0 grâce à l'expression qui est ici. Maintenant, je vais éliminer le phi 0 qui est ici. Donc, si j'élimine le phi 0 exprimé au-dessus, ça va me faire donc n sat moins n extérieur. Il y aura un 4pi, d'accord? Et ensuite, le dénominateur, tous les termes qui apparaissaient dans la formule encadrée précédemment, 1 sur h r0 carré, plus 1 sur d r de t, moins d r0, comme ceci, et fois dt. Et maintenant, il vous reste simplement à noter quelques simplifications, le 4pi qui est là avec le 4pi qui est là. En regroupant les différents termes, eh bien, vous voyez que vous avez le n sat moins n extérieur dt, donc on peut reprendre un peu les termes, d'accord? N sat moins n extérieur, n sat moins extérieur, le dt qui est là, tout le crochet là, je l'ai rabattu de l'autre côté, le r carré dr, je le laisse, et j'ai le n liquide que j'ai passé au dénominateur de l'autre côté, et le moins que j'ai remis de l'autre côté, d'accord? Mais à quelques corrections disons, d'écriture et de basculement de termes dans un membre ou dans l'autre, on trouve cette équation différentielle qui porte bien sur l'expression du rayon R de t. Voilà. Donc, et là, on a bien fait un bilan hein, sur le flux, mais appliqué, on dit que les particules liquides qui s'évaporent, c'est associé au flux sortant, bien évidemment. Voilà. Et ainsi, on a fait donc disparaître le phi 0. Encore une fois, dans cette expression-là, ce qui nous manquait, c'était finalement le phi 0. N sat, c'est connu. N extérieur, c'est connu. Et ce phi 0 qui était inconnu, j'ai réussi à le faire disparaître grâce à la dernière équation et avoir une équation uniquement sur grand R. On note bien sûr, hein, comme on l'a dit au départ, le n sat moins n extérieur, on sait que dr doit être négatif. Et donc pour que dr soit négatif, on a forcément, avec ici un r de t qui est plus petit que r0, donc ce terme-là est forcément positif. N sat doit forcément être plus grand que n extérieur pour que le dr soit bien négatif. On retrouve l'idée que si n extérieur atteint n sat, eh bien le dr fait 0. Vous ne pouvez plus évaporer. Donc maintenant, l'idée, c'est d'intégrer cette relation. Donc je vais intégrer la relation là, les variables sont déjà séparées, entre donc l'instant initial et l'instant final, et entre un R de t qui vaut une valeur R0, la valeur de départ, et la valeur finale 0 quand toute l'éponge est totalement sèche. Voilà. Donc si j'intègre avec les bornes, ici j'ai du R carré dr, donc on peut faire ça ensemble, ça fait donc 1 sur h R0 carré, fois, donc ici on a du R carré qui va primitriver en R3 sur 3, donc j'aurai du R0 cube sur 3. Ensuite plus, donc là j'ai R carré sur R, il reste du R, ça fait donc 1 sur D quand je fais la primitive, donc en R0 carré sur 2. Ensuite le dernier terme, on retrouve 1 sur D R0, et le R carré primitif à nouveau en R3 sur 3 appliqué à la borne R0. L'autre borne fait 0, vu que tous les autres termes font 0, vu que la borne est en 0. Et ça vaut moins n sat moins n extérieur n liquide, et simplement vous intégrez disons entre 0 et tf, donc dt fait simplement par intégration tf. Voilà. Et ceci, vous voyez là vous avez 1 demi et moins 1 tiers, donc 1 demi et moins 1 tiers, ça fait 1 sixième, r cube et r0, donc ça fait en fait r0 carré sur 6d. Voilà pour le résultat qui apparaît ici, et j'ai pas voilà, donc ici le résultat. Alors excusez-moi, il y avait un moins global que j'ai oublié parce que j'intègre entre R0 et 0, donc les bornes d'intégration je pourrais écrire ici, hein, j'intégrais ici, donc j'avais l'expression f de r dr, et ici l'expression en alpha dt si vous voulez,
entre 0 et t, mais ici, les bornes, c'était R0 et R. D'accord? Donc en fait, vu que j'ai mis ici l'expression en R0, qui était normalement la borne de départ, il y a un moins global sur l'expression qui est là. Je n'intègre pas entre 0 et R0, mais bien entre le point de départ, parce que R0, c'est bien le R en t égale 0. Donc forcément, le basculement des bornes ici fait un moins ici, et donc les moins se compensent bien à la fin, donc j'ai bien finalement la simplification des signes moins. Et avec ce terme-là, je trouve que TF, je rabats le N liquide de le N sat moins N extérieur de l'autre côté, et j'obtiens le résultat qui est ici. Alors on peut discuter un peu ce résultat-là. Ici, donc on pourrait regarder un peu les paramètres, si les résultats paraissent assez cohérents. Alors déjà, on voit que le temps de séchage de l'éponge, il va augmenter si l'éponge peut contenir plus d'eau liquide. Bon, ça paraît assez naturel. Si au départ, il n'y a pas d'eau liquide dans l'éponge, forcément que le temps de séchage est nul. On retrouve l'idée que vous devez avoir que N extérieur est inférieur à N sat, c'est ce qu'on a dit à la première question. Et forcément, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que, mais c'est assez naturel également, si N extérieur tend vers N sat, tend vers le N de saturation, c'est-à-dire que l'air de la pièce est chargé en eau, alors TF tend vers plus l'infini. C'est F la première question, vous ne pouvez plus sécher l'éponge. Bien évidemment, si l'éponge est plus volumineuse, globalement ça va prendre plus de temps pour la sécher. Et inversement, si les coefficients de diffusion et les coefficients de convection sont plus importants, TF va diminuer, parce que ça va s'évacuer plus rapidement. Voilà pour les idées qui paraissent assez naturelles. Pour l'homogénéité, on reconnaît bien par exemple D, on sait que coefficient de diffusion c'est une longueur au carré par un temps. Donc longueur au carré sur longueur au carré par un temps, on a bien un temps, et ceci c'est un terme bien évidemment sans dimension. Un point important qu'il ne fallait pas confondre dans l'exercice aussi, c'est ne pas confondre la densité particulière dans le liquide et les densités de vapeur dans l'air ou dans l'éponge. Voilà. Donc maintenant, on peut simplifier un peu l'expression. On propose en fait, on vous dit qu'en fait, on suppose que l'aération est très efficace. Alors si l'aération est très efficace, ça veut dire que le transfert conducto-convectif va être très efficace. Dit autrement, c'est que H entre guillemets tend vers plus l'infini. Donc vous avez un coefficient conducto-convectif très efficace et il n'est plus limitant. C'est-à-dire que si H devient très important, ce coefficient n'est plus limitant. Et vous pouvez simplifier l'expression en ne gardant que le... Donc ça veut dire qu'en fait que le R0 sur 3H devient très petit devant R0 carré sur 6D et vous considérez que seul le phénomène diffusif est limitant. Donc, dit autrement, le phénomène diffusif est le phénomène limitant. Ça correspondrait, si vous voulez, à une pièce qui est très bien aérée. Et donc, si la pièce est très bien aérée, en fait, le N0 à la surface vaudra le N extérieur. Et donc, l'expression simplifie ainsi et il n'y a plus que l'aspect diffusion qui apparaît. Si on fait une application numérique, donc pour l'application numérique, on vous donne une... Donc, en fait, on peut trouver cette valeur-là de la quantité de liquide dans l'éponge en regardant les pores de l'éponge. Donc, on étudie un petit peu les pores de l'éponge, combien il y a de pores dans l'éponge par mètre cube, combien ils peuvent contenir d'eau. Et on peut déterminer la quantité d'eau liquide dans les pores de l'éponge. On donne un coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans l'éponge. Bon, bien sûr, ici, c'est la densité particulière, ce n'est pas le nombre de moles, donc il faut bien passer par la constante de Boltzmann, P égale NKBT. On vous donne une valeur, on suppose que l'air de la pièce n'est pas trop chargé en eau, on prend une éponge d'une taille raisonnable. Et si on fait l'application numérique, pour la pression de vapeur saturante, on va voir dans des tables, on a 2300 pascal pour une température avoisinant les 20 degrés Celsius. Et on trouve une durée de séchage de plusieurs jours, en tout cas pour cette éponge qu'on ne va pas essayer de sécher. L'éponge est pleine d'eau et simplement elle sèche à son rythme. Donc on ne va pas l'essorer si vous voulez l'éponge. Et donc on trouve un temps de séchage de plusieurs jours pour l'éponge. Le temps de séchage bien sûr dépend beaucoup des coefficients que vous allez imposer. Alors on peut revenir rapidement sur la justification de la RQS. L'idée c'est qu'on peut s'intéresser au temps de diffusion. Donc je vous rappelle qu'en gros vous avez un système de rayon R0 et avec un coefficient de diffusion D. Donc on sait, vu que la dimension de D, on sait que la dimension de D c'est L2T-1. Donc connaissant la taille caractéristique du système et le coefficient de diffusion, on peut trouver un temps caractéristique de diffusion. Et donc si je remplace par les valeurs, je trouve un temps caractéristique de diffusion de quelques minutes. Et c'est ça en fait qui justifie la RQS parce que
si le temps de diffusion est très petit devant le temps de séchage de l'éponge, alors ça veut dire que, eh bien, en fait, au sein de l'éponge, donc on peut supposer par exemple que bon, le rayon grand R de T évolue un petit peu, mais en quelques minutes, eh bien, le champ de particulière va retrouver sa situation stationnaire. Et donc vous pouvez appliquer c'est pour ça qu'on peut appliquer cette formule-là qui correspondrait, la formule qui était ici, pardon, qui correspond à l'évolution spatiale d'un champ de particulière stationnaire. Ce qui permet de le faire, c'est bien sûr cette idée-là, qui est l'hypothèse du quasi-permanent, qui est que certes, vous avez un système qui n'est pas rigoureusement permanent, mais le rayon évolue à l'échelle de plusieurs jours, et chaque fois que le rayon évolue, eh bien, la diffusion se fait en quelques minutes au sein de l'éponge, et le champ particulière reprend sa forme stationnaire. Donc on peut l'appliquer en fait à tout instant. Voilà pour la justification au final de la RQS, temps de diffusion qui est très court devant le temps, disons, d'évolution plus généralement de votre système et d'excitation extérieure. Voilà pour l'idée de cet exercice, qui est quand même assez complet, qui fait bien voir en fait, ce point-là, j'insiste vraiment, il est souvent oublié, d'accord, régime permanent, rapport en volume, le phi 0 dépend du temps, et ensuite on peut intégrer, ça c'est vraiment un point important. Et ensuite, bien penser à utiliser les conditions limites et sur les particules, et, enfin sur les densités particulières et sur les flux. C'est deux choses différentes qu'il faut appliquer au bon moment. Un petit bilan de particules à la fin. Et donc voilà pour les principaux questions qu'on pouvait se poser sur cet exercice. Et encore une fois, ne pas confondre, d'accord, N liquide c'est de l'eau liquide et que N vapeur, c'est une densité particulière de vapeur. Donc il ne fallait pas mélanger ces deux termes. Voilà, je vous remercie.